et en même temps, on diffuse ce Passion chasse à l'arc. Ce soir, Julien a eu un petit empêchement, donc c'est moi qui va présenter la soirée. Donc, on va parler d'affût, de matériel d'affût, de chaises d'affût, de Tristan. Quand choisir ce matériel, quel type de matériel utiliser. Ça va être Marc Bess qui va vous présenter ce matériel. En deuxième partie, on aura Serge qui va nous présenter la chasse à l'arc au Québec, ainsi que la chasse à la carabine, bien sûr, à l'arme à feu. Il va nous parler des organisations de chasse à l'os, un petit peu à l'Orignal, au cerf de Virginie. Il va nous expliquer, nous donner des conseils. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par des voyages au Québec et des voyages de chasse, tout ça, donc il pourra nous donner des super conseils. On répondra à vos questions sur le groupe live, donc on va essayer de répondre un maximum de questions. Donc, je passe la parole à mon collègue Marc, qui va vous présenter un petit peu les divers matériels d'affût pour la chasse à l'arc et aussi vous pouvez aussi utiliser ce matériel si vous chassez à l'arme à feu, sans aucun problème. Voilà Marc, à toi. Bonsoir à tous. Donc ce soir nous allons parler affût. Donc affût veut dire des affûts au sol, affût en hauteur. Et là, pour moi, le meilleur des affûts, c'est l'affût naturel devant des haies ou devant les lisières de bois. Voilà. Donc déjà, commençons sans matériel, par des affûts au sol. Le principe, c'est de pouvoir se confondre à la nature. Si vous vous placez derrière un roncier, une haie, vous serez repéré très rapidement. Pour moi, le meilleur conseil, c'est de se placer devant la haie et dans l'ombre de cette haie. Le gibier vous percevra beaucoup moins et votre ombre sera mêlée à celle du buisson. Vous pouvez améliorer cet affût avec soit des toiles tendues entre deux piquets, soit des blunts, qui sont des fois, maintenant, il y a des affûts qui sont faits en forme de miroir, qui reflètent le paysage autour de vous. Et après, sinon, vous avez des tentes d'affûts, quand vous n'avez pas de truc, qui sont pas mal aussi. Pour les affûts au sol. Donc, ces tentes peuvent être individuelles, pour 2 personnes. Elles sont souvent utilisées aux États-Unis pour le dindon. En France, on les utilise pas trop encore, parce qu'elles sont peu connues, et il faut dire que les chasseurs à l'arc français utilisent beaucoup plus les affûts en hauteur, les affûts, ce qu'on appelle street-stand, ou des échelles d'affût. Échelles d'affût qui sont simplement des échelles avec un siège, qui sont placées au niveau d'arbres, dans des endroits en lisière de forêt, ou dans les bois. Et vous avez après la partie des tree-stands, les tree-stands en fait sont des affûts individuels, en hauteur, soit en fixe, donc fixé dans les arbres, je dirais pour une hauteur de tree-stand, selon l'environnement, je dirais 3,50 m, 4 mètres, c'est largement suffisant. Sauf si, bien sûr, vous êtes dans des paysages montagneux, ou que vous ayez le flanc de la colline derrière vous. Évidemment, 3 mètres, des fois, vous serez obligé de monter plus haut, puisque le gibier, lui, montant la colline, vous repérera plus facilement. Donc ces tree-stands fixes sont mis dans les arbres à une hauteur permanente, et on y accède soit par des street trips, c'est-à-dire des crochets pour monter, qui sont vissés dans l'arbre pour pouvoir accéder à ce truc, ou des échelles, tout simplement, qui sont sanglées sur cet arbre. Ça, et donc là, vous avez plusieurs formats. Donc les formats individuels pour l'arc, des fois, sont assez petits. Vous avez des formats et des plateformes qui sont beaucoup plus importantes et utilisables à la carabine. Bon, sachant que toutes ces plateformes demandent une sécurité accrue. Ça veut dire harnais de sécurité, des sangles de maintien d'attache dans l'arbre,
Parce que imaginez bien, quand vous êtes sur une plateforme qui fait 50 cm de large ou 60 cm et que vous êtes à 4 mètres du sol, le faux mouvement, ou tout bêtement, ce qui t'arrive et qui m'arrive aussi des fois, c'est qu'au bout de 3 à 4 heures d'affût, ben on s'endort. Donc là, la chute elle peut être très dangereuse. Et sur ce, après vous avez des affûts, ce qu'on appelle les Tristan autogrimpants, qui est un système de, vous avez la plateforme et le siège. Je n'ai pas malheureusement d'image à vous mettre en photo. C'est ouais. Peut-être C'est des, je vais en trouver quelques-unes. ouais. C'est des sièges. En fait, c'est des tristands qui sont faits en 2 morceaux et qui servent comme pour les grimpettes, pour grimper dans les arbres. C'est-à-dire que vous faites un genre de mouvement, de va-et-vient. C'est-à-dire que vous bloquez le siège, vous montez les pieds et ainsi de suite. Et ce qui vous permet de grimper sur un arbre droit. Je dis bien droit, c'est-à-dire sans branche. Vous pouvez monter à des hauteurs que vous voulez très rapidement, sans échelle, sans rien. Et ça vous permet de pouvoir aussi vous déplacer dans vos affûts. Sachant qu'un affût en hauteur, généralement, ce sont des affûts fixes, préparés à l'avance. Donc, ça veut dire une bonne étude du terrain, savoir les passages du gibier, connaître les coulées. C'est toute une approche. Enzo montre des photos. C'est toute une approche déjà du terrain et du biotope de l'animal. Il faut savoir qu'une chose, c'est un bon affût, c'est un affût qui est fait sur un biotope qu'on a visité, qu'on a étudié. Mettre un affût n'importe où, ça ne sera pas performant. Mais quand vous connaissez bien votre biotope, vous connaissez votre gibier sur le territoire, un simple affût, un simple siège devant une haie, votre gibier, vous l'aurez à 2 mètres. Voilà. Donc après, pour entrer plus en détail dans ces trucs, il faudrait passer sur comment dire, des vidéos sur la sécurité. Mais ça, je pense qu'on fera plus un dossier sécurité dans la prochaine fois dans les pratiques de la chasse, quand on abordera les approches, quand on abordera les affûts justement, où là on rentrera en question sur les sécurités, comment installer son Tristan dans son arbre, mais c'est beaucoup plus technique. Voilà. Sachant que ces affûts-là sont des affûts qui sont aussi bien utiles à l'arc, parce que nous chassons bien sûr dans des distances assez courtes, mais qui sont très pratiques aussi pour les carabines. Si vous passez un bon affût, qu'il soit en hauteur ou au sol, à la carabine, vous multiplierez vos chances de prélèvement au moins par 2, si pas par 3. C'est le principe. L'affût est primordial, mais pour avoir un bon affût, il faut connaître le bon biotope. Voilà. Donc sur je pense que faire un projet, une étude plus approfondie viendra dans des lives plus tard, où on rentrera plus dans les détails du montage des Tristans et de la sécurité dessus. Et là, on prévoira, vous inquiétez pas, des photos, voire des vidéos pour vous montrer chaque emplacement. Voilà. Voilà. Moi, je voulais. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui, vas-y, Serge. Est-ce que vous avez une réglementation pour l'utilisation des Tristan en France? Non. Nous, la seule réglementation que nous avons pour les Tristans, c'est l'autorisation du propriétaire pour les mettre dans les arbres. On n'est pas limité, je préfère, on n'a pas de limitation pour les Tristans. On a juste, par rapport aux arbres, l'autorisation du propriétaire à avoir. OK. Voilà. Moi, je voulais juste revenir sur les choix des Tristans. Donc, vous pouvez choisir soit un Tristan fixe. Donc, c'est comme disait mon collègue, vous préparez votre affût, l'endroit, donc vous pouvez le laisser plusieurs jours. Si après, vous allez dans une chasse en battu, donc choisissez un Tristan auto grand prend. Donc, ce Tristan-là, vous pouvez l'amener tout le temps avec vous. C'est comme un sac à dos. C'est vite monté. Vous pouvez être placé en lisière de bois, vous pouvez être placé au milieu de la battue, donc si vous êtes taché. Et c'est super simple à vous déplacer, donc vous pouvez toujours avoir votre poste à la chasse en hauteur, ce qui n'est pas négligeable
c'est très important. C'est très important quand on est en poste en hauteur. Vous multipliez vos chances de pouvoir tirer un gibier ou même les voir. Déjà, voir un gibier à 10 mètres, 10, même moins. Hein. Des fois, vous pouvez voir votre gibier à 4-5 mètres et il restera autour de vous sans vous détecter. C'est déjà un spectacle. C'est vraiment déjà un spectacle. Après, je pourrais... Oui, Marc, vas-y. Oui, je disais, et en battu, quand vous faites des battus mixtes, vous n'êtes pas obligé de montrer votre stand à des hauteurs de 3 mètres. Un gibier qui est en battu, qui a une meute de chiens qui le pousse, vous mettez votre stand à 1m50, 2 mètres du sol, ça suffit largement. Le gibier qui est aux abois va regarder au ras du sol, va pas regarder en hauteur. Un gibier que vous chassez, qui sera seul dans la forêt, lui va chercher tout ce qui va être, qui ne va pas être habituel dans la forêt. Donc, si vous avez un arbre démuni, en plein hiver, pas une branche, et que vous mettez votre stand en plein milieu, le gibier vous repérera de toutes les manières. Le but, c'est de savoir, là, il faudra monter le Tristan plus haut, justement, pour être au-delà de la vision du gibier. Donc, tout est la connaissance du biotope. Mais en battu mix, vous mettez un Tristan à 1m50 du sol, ça a pas de problème. Alors, en chasse d'été, au mois de juin, juillet, vous mettez un Tristan à 3m50, c'est pas très haut. 3 mètres, 3m50. Moi, j'ai eu des chevrettes, en train de pâturer au pied du Tristan. Mais pourtant, j'étais juste au-dessus. Donc, tout dépend du biotope et de l'environnement dans lequel vous mettez votre Tristan. Comme tout affût d'ailleurs. Voilà, Enzo, si tu veux rajouter. Tout à fait d'accord avec toi. Ce qu'on va faire, on va continuer. Je vais quand même vous donner une fourchette de prix concernant les chaises d'affût, les Tristans. Donc, ça part pour une chaise d'affût, vous en trouvez à partir de 120 euros. Donc, après, ça peut aller, ça dépend de la qualité que vous choisissez, ça peut aller jusqu'à 300, 350, voire 400 euros. Et pour un Tristan normal fixe, vous en trouvez à partir de 80 euros, là aussi jusqu'à 200 euros. Alors que pour un Tristan autogrimpant, vous pouvez en trouver à partir de 160, 180 euros. Et là, ça va aussi jusqu'à 500 euros. Tout dépend de la qualité que vous prenez. Mais vous avez du super matériel pour pouvoir faire vos chasses, vos affûts. Et c'est toujours un matériel qu'il faut utiliser impérativement avec un harnais de sécurité. Donc, soit les chaises d'affût, soit les Tristans, toujours avoir un harnais de sécurité. Donc, et aussi avoir une cordelette pour pouvoir monter votre arme, donc ou votre arc, et avoir aussi une corde de ligne de vie. Ça, c'est très important parce que si vous shootez, cette corde de ligne de vie va vous aider à remonter sur votre Tristan et vous sauver la vie. Ça, c'est vraiment la chose à avoir toujours une ligne de sécurité quand vous allez sur un Tristan. Donc, après ça, voilà, on fait un petit peu le tour des questions maintenant. Voilà. Je vais juste rajouter un détail pour tous les bricoleurs. Soit vous êtes vraiment un pro de la soudure, sinon ne vous amusez pas à vous fabriquer votre stand. Une soudure qui lâche à 4 mètres de haut, c'est une chute et ça peut être une paralysie, et voire pire. Donc, si vous n'êtes pas sûr, un bon bricoleur, si vous connaissez un soudeur dans votre truc, il peut vous le faire, il n'y a pas de problème. Si vous êtes soudeur, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous fabriquer votre stand. Mais si vous avez un doute, ne fabriquez pas n'importe quoi. C'est question de sécurité, vous jouez avec votre vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Enzo, je te laisse répondre aux questions, s'il y en a. Moi, je voulais déjà dire bonsoir à Julien, parce qu'il nous regarde quand même. Salut Julien, je vois que tu es connecté. J'espère qu'on ne fait pas trop de bêtises. Et puis à bientôt. Alors, pour les questions, je vais reprendre un petit peu depuis le début. Bon, il y a Edouard Serge qui t'a dit bonsoir, qui s'est connecté. Oui, j'ai vu. Je l'ai salué, Doudou. Oui, je lui ai posé la question. Oui, vous savez que c'est son surnom, hein? Je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais.
ou son surnom est Doudou. Ah, ok, ben, bon à savoir. Bon à savoir. Salut Doudou, alors, Edouard. Je lui ai posé la question s'il avait appris à fendre du bois au Québec. Écoute, je peux te dire qu'il a appris à passer ce qu'on appelle chez nous la motte, mais chez vous la serpillère. Il a appris à passer le balai, il a appris à faire de la mécanique, il a appris à guider des clients, il a appris à fendre du bois. Et il a surtout appris à répondre à mes commandements. Ça, c'est très, très bien. C'est bien. Ouais, Edouard, t'as compris? Donc, tu peux aller de nouveau hein, quand tu veux. N'importe quel temps, Doudou est bienvenu. On a eu, écoute, un plaisir terrible ensemble. À ma grande stupéfaction, on n'a pas eu de friction du tout. Parce que tu sais que j'ai une grosse différence d'âge avec Édouard. Moi, j'avais à l'époque, il est venu en 2015, donc j'avais 56 ans. Édouard en avait 18, je pense. Et c'était un petit peu le choc des cultures. Et moi, je suis un type autoritaire au départ, parce que je vais vous raconter mes origines après. Là. Mais donc, j'avais bien averti Édouard au début de se garder un billet ouvert, que si ça ne marchait pas entre moi et lui, je le refoutais sur l'avion, puis on le retourne en France. T'sais. Mais finalement, écoute, quand il est parti, j'ai eu les larmes aux yeux. Ah ouais. Édouard, super. Ouais. Et aussi, je peux vous dire qu'Édouard est très connaissant aussi en tir à l'arc et chasse à l'arc. On le connaît, c'est un grand chasseur. C'est un grand chasseur à l'arc, Édouard. Mais même au niveau technique, il m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça de lui. Donc, mais on se réserve de l'avoir dans un de nos lives avec nous pour qu'il vienne nous parler justement de chasse à l'arc. Et ça va être vraiment un plaisir avec lui parce que même s'il est jeune, mais il nous apprend beaucoup. Je suis sûr qu'il nous apprendra beaucoup de choses. Oh ouais. Donc, on va essayer de répondre un petit peu à quelques questions. Marc, tu veux faire des questions ouais, mais je veux bien, mais si je n'ai pas de retour sur les questions, donc attends, voilà quelques-unes. Voilà. Donc bon, malheureusement sur les armes, je ne pourrais pas répondre parce que nous ne sommes pas des pros d'armes, mais Tout à fait. alors. Si je peux vous donner quelques commentaires au niveau des différents modes de Mirador que vous utilisez. Vous avez parlé des Miradors auto-grimpants. C'est vraiment des Miradors où il faut que les usagers connaissent vraiment le fonctionnement de ces types de Miradors-là. Parce que, premièrement, le fonctionnement est assez simple. C'est plus vous allez avoir de poids vers le devant du Mirador, plus il va être fixe. OK? Et là, vous avez deux parties. Vous avez la partie du bas qui est attachée après vos pieds, que vous montez en grimpant comme ça. Et vous avez la partie du haut qui vous sert. Vous montez le haut, après ça, vous montez le bas. Et le plus souvent, les types d'accidents qui sont arrivés avec ces genres de miradors-là, c'est que les gens montent avec ce qu'on appelle le siège, s'assoient sur le siège et leurs pieds sont mal attachés et ils perdent la partie du bas. Ils sont à 5-6 mètres dans les airs. L'autre type d'accident qui arrive régulièrement avec ces types de miradors-là, c'est que plus tu as du poids par en avant, plus la gravité est vers le devant, plus le mirador se serre après l'arbre. Mais l'inverse est aussi vrai. Plus vous avez votre poids près de l'arbre, alors moins l'effet de blocage se fait, et là, vous descendez avec le mirador jusqu'en bas. J'ai vécu l'expérience quand j'ai acheté mon premier. Donc, j'ai eu l'idée quand même, avant de pouvoir d'aller l'utiliser, de l'essayer chez moi dans mon jardin et de me faire un petit peu la main. Et je suis monté par palier, 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres.
je me suis dit, waouh, champion de 50. Et à un certain moment, toujours, bon, heureusement, toujours avec un harnais de sécurité, toujours attaché. Ouais. Et quand je me suis assis sur ma plateforme, eh ben, je me suis retrouvé en bas. Je me suis retrouvé en bas. Je me suis dit, oh bon, c'est pas pour moi. Je me suis dit, voilà, inexpérience même. Voilà, il faut quand même faire des essais avant de l'utiliser. Oui, parce que certains miradors-là aussi, il faut que tu les ajustes. De sorte que quand tu vas partir au pied de l'arbre, le mirador est comme ça, mais plus tu vas monter, plus il va se mettre droit parce que l'arbre est rétréci. Mais il faut que tu fasses attention que le mirador ne tombe pas dans cet angle-là, à contre-angle, parce que c'est à partir de là qu'il perd son effet de je ne sais pas comment on vous dit, son effet de serrage autour de l'arbre. Voilà. Après, il décroche. Ouais. Mais toi, écoute, nous autres, c'est pas si mal, tu es descendu avec. Mais je connais des types, moi, qui sont restés en haut, puis le mirador est descendu en bas. Ils avaient juste leur siège et ceinture de sécurité pour les retenir. Là. Alors là, je peux te dire qu'à 5-6 mètres dans les airs, là, quand il faut que tu descendes juste avec un siège et une ceinture de sécurité, là, c'est tout un... Et c'est pour ça que moi, je mets c'est pour ça que je mets un lien entre le siège et les pieds, justement, parce que si les pieds glissent, que je puisse le remonter. Oh, ouais, non. Mais normalement, maintenant, il y a de plus en plus, on trouve avec déjà ils sont attachés avec des liens et tout. Donc, de plus en plus. Ouais, et ça, c'est bien au niveau de la sécurité. Ouais. Puis pour en revenir, quand tu parlais de gens qui pouvaient faire eux autres mêmes leur mirador, écoute, je ne sais pas combien se vend un mirador chez vous, mais chez nous, au Québec, en Amérique du Nord, on peut avoir des miradors déjà faits qui ont une hauteur d'à peu près 5 mètres pour même pas 100 $, donc 60 €. Ça ne vaut même pas la peine de le faire. Là. Et ils sont légers, ils sont sécuritaires, ils sont impeccables. Oui, chez vous, c'est beaucoup moins cher que chez nous. Ouais. Chez nous, ils sont gourmands. Chez nous, ils sont très gourmands. Après, voilà, il y en a beaucoup qui sont importés des États-Unis. Donc, on paye les frais de douane. Il faut comprendre aussi. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, au Canada, tout ça, le matériel est beaucoup moins cher que chez nous. C'est pour ça que beaucoup de personnes comme nous l'a marqué Antoine, on n'a pas besoin d'avoir un super matériel, il faut avoir du bon matériel et surtout regarder son vent et se placer toujours à bon vent. La hauteur à bon vent n'a pas d'importance. Antoine nous le fait remarquer, le vent est toujours la priorité à garder, que ce soit un affût au sol ou un affût en hauteur. Parce que le gibier écoute beaucoup et sent beaucoup. La vue, il regardera s'il n'est pas en confiance. Si vous êtes à bon vent, ben il n'y a pas de souci, vous faites pas de bruit, le gibier il cherchera pas à vous repérer. Ouais, tout à fait. Bon, maintenant, on a fait un petit peu le tour des Tristan, du matériel d'affût, tout ça. On reviendra sur un prochain live avec du matériel. On vous montrera les images, on vous montrera peut-être une vidéo pour l'utilisation. On rentrera un petit peu plus dans les détails. Maintenant, je vais laisser la parole à Serge. Donc, il va se présenter. Serge, c'est un grand chasseur à l'arc. Il est patron d'une pourvoirie au Québec. Donc, il va vous la présenter et il va nous expliquer pour les personnes qui veulent aller chasser, veulent faire un voyage de chasse, tout ça, les modes de chasse, aussi comment obtenir un permis, comment ça fonctionne là-bas chez eux. Et il nous donnera beaucoup de conseils pour ne pas se faire avoir. Donc, Serge, bienvenue. Merci à toi. Merci de m'avoir invité sur votre émission. Alors, écoute, mon nom, les gens le connaissent déjà. Tu m'as nommé. Ce que vous devez savoir de moi, c'est vraiment je suis européen d'origine. J'ai juste pas l'accent. C'est-à-dire, en fait, j'ai un accent, mais qui est différent du vôtre.
Ma mère est païenne et mon père est italien, il vient du nord de l'Italie. Alors, j'avais remarqué dans ton nom de famille. Oui. Mon père vient de la vallée du Soleil, complètement dans le Tyrol. Dans le Tyrol italien. Il a immigré au Canada. Moi, je suis né en 58. Il a dû immigrer vers les 50 à peu près. Mon grand-père maternel a été 5 ans prisonnier de guerre par les Allemands. Il s'est fait choper au début 1939. Il a fait les camps de prisonniers jusqu'au moment de la libération, tout ça. Donc, bon, j'ai juste pas l'accent européen, mais je suis un Européen. Européen. Non. C'est ça. Et j'ai toujours un fait pour la chasse. Mon père n'a jamais chassé. Mon arrière-grand-père était chasseur fou. Ma grand-mère me racontait que toute jeune, ils avaient des chiens, des lévriers, faire le lapin, tout ça, mais il n'y avait pratiquement pas de gibier en Italie à cette époque-là. Et il était tellement toqué de la chasse que si ma grand-mère jouait avec les chiens, l'arrière-grand-père tirait les chiens parce que dans sa tête à lui, les chiens étaient plus bons pour la chasse. Alors, je dois retenir maintenant de la chasse de mon arrière-grand-père maternel. Parce que du côté de mon père n'a jamais tenu une arme à feu dans ses mains. Jamais tenu un arc, jamais chassé. Mais mon père faisait son vin, il avait son jardin, il faisait ses légumes. Et c'est comme ça que j'ai grandi un peu. Et j'ai toujours été attiré par la chasse à l'arc, tout jeune. Ça fait au-dessus de 40 ans que je chasse à l'arc. Et je peux dire que presque exclusivement à l'arc. J'ai tué un orignal ou deux à la carabine, c'est tout. J'ai chassé un petit peu aussi à la poudre noire, mais quand les armes à poudre noire sont devenues plus modernes, j'ai comme perdu le goût. J'aime les armes anciennes, j'aime le défi que la proximité de la chasse avec le gibier va m'apporter. J'ai toujours été comme ça. Donc, quand j'ai acheté ma pourvoirie, évidemment, je me suis spécialisé beaucoup dans une clientèle de chasseurs à l'arc parce que je sais ce que les chasseurs à l'arc ont besoin et je sais surtout ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est comme ça que j'ai développé un petit peu la chasse à l'ours chez moi. Alors, écoutez, pour les gens qui veulent venir au Québec, ce que je peux leur dire, contrairement à ce que vous pensez tous, c'est qu'il y a beaucoup de gibier en France qu'on en a au Québec. Okay? Ah bon? Donc, quand vous venez au Québec, non, c'est vrai, sérieusement, puis je ne suis pas gêné de le dire, j'aime mieux ça que de vous dire, venez chez nous, le gibier est en abondance, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On va prendre au niveau de l'orignal une densité d'orignaux d'environ, dans un très bon secteur, d'environ de 4 à 6 orignaux par 10 km². Et vous pourrez demander à Édouard ouvrir les forêts avec moi un peu, le type de biotope qu'on a, il n'est vraiment pas accessible. Donc, venir au Québec pour chasser l'orignal, il faut être conscient que ce n'est pas 100% de réussite. Et si jamais un pourvoyeur vous dit que c'est 100% de réussite, méfiez-vous, même pour l'ours, qui est très facile, ce n'est pas 100% de réussite. Il y a toujours une question de température, une question de comment le chasseur européen va s'adapter aux techniques nord-américaines. Et ça, c'est un conseil que je peux donner aux gens qui viennent, c'est écoutez ce qu'on vous dit. Parce que j'ai vécu l'expérience, Édouard l'a vécu aussi, il pourra vous le confirmer. On connaît nos gibiers, on sait ce qu'il faut faire, on sait surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai vu toutes sortes de choses. Tu sais, j'ai une quarantaine d'appâts sur la pourvoirie. Et je vais mettre un client américain sur un appât, il va tuer son ours. Je vais mettre un client européen, il va arrêter de marcher. Je vais le changer sur un autre appât qui fonctionne. L'appât qu'il a délaissé va se mettre à marcher. Et le nouvel appât va arrêter de fonctionner. Parce que les ours, ce n'est pas parce qu'on les appâte
qu'on met des beignets et qu'on les nourrit, qui sont couillons autant, un ours peut analyser 7 odeurs différentes en même temps. Il sait qu'on est là. Moi, si je te prends Enzo et je t'amène sur un appât, oui, il connaît mon odeur. Il sait que mon odeur à moi est. Il connaît ton odeur. Ouais, il veut dire. Mon odeur à moi, pour lui, là, c'est la routine qui vient d'arriver. C'est l'odeur qui amène la nourriture. Il fait le lien entre les deux. Parce qu'un ours, ce n'est pas un animal qui subit la prédation. C'est un animal qui fait de la prédation. Quand on chasse l'ours, on se confronte à un chasseur. OK? Un chasseur qui a une odorat plus développée que la nôtre, qui a une ouïe plus développée que la nôtre, et qui a des habitudes. Lui connaît son territoire beaucoup plus. Nous autres, on peut connaître son propre territoire. OK? Donc, on est confronté à un animal qui a une intelligence et non pas un animal qui subit une prédation et qui va réagir en fonction de la pression de chasse qu'il va avoir. C'est totalement différent. Est-ce que vous avez beaucoup d'ours? Il y a des fortes populations? Les populations d'ours sont assez fortes. On n'a pas de chiffre exact parce que c'est impossible de le répertorier. Parce que premièrement, pour les répertorier, il faut ça en hiver quand il n'y a pas de feuilles pour être capable de survoler en hélicoptère pour faire un dénombrement. Mais malheureusement, l'ours est en hibernation tout l'hiver. Donc, c'est impossible. Ouais. Ce que moi, je sais sur le territoire chez moi, c'est que premièrement, maintenant, on utilise beaucoup les caméras. Hein, c'est monnaie courante. Donc, on est capable de répertorier, on est capable de analyser, il faut reconnaître les gibiers parce que les gibiers ont des marques différentes, ça peut être une oreille coupée, ça peut être une petite balafre, ça peut être plein de choses. Vous arrivez à l'identifier? Oui, on réussit à les identifier et on sait qu'on a une bonne population, mais le secret, ce n'est pas de surchasser le territoire. L'ours est un animal qui réagit très mal à la pression de chasse. C'est un animal qui se reproduit aux 2 ans. Il va avoir 2 ou 3 petits ours aux 2 ans. Il y en a qui vont mourir. Il y en a qui vont se faire bouffer par les mâles parce que les mâles veulent réaccoupler les femelles. Alors, la femelle, si elle a des petits, elle ne tombera pas en mode en chaleur, comme on dit. Je ne sais pas comment vous dites chez vous, là, mais elle sera chaleur, oui. OK? Et le mâle, pour réussir à l'accoupler, il va falloir qu'il bouffe les petits. Alors, tout ça fait en sorte que l'ours, ce n'est pas comme des sangliers. Là. Il faut faire attention à la pression de chasse. Et quand vous voulez choisir un pourvoyeur, choisissez-en un qui n'a pas une forte pression de chasseurs. Moi, je vais prendre 20 chasseurs par année, on perd sur à peu près 600 km². Mais j'ai des copains pourvoyeurs qui prennent 160 chasseurs par année sur peut-être 3 fois le territoire que j'ai, quand même. Là. Mais c'est 160 chasseurs. C'est beaucoup de pression de chasse. Là. Alors, la qualité va en baissant. OK. Tu sais, plus ou moins, vous faites une comptabilité, plus ou moins combien d'ours sont prélevés chaque année? C'est par secteur? Oui. Écoute, normalement, dans une saison normale, sur un chasseur, on va le prélever une quinzaine d'ours. OK. Grosso modo. Je vous dirais que normalement, tout le monde voit des ours. L'année passée, on a eu un printemps extrêmement difficile. J'ai eu un groupe qui est venu, d'ailleurs, voyons comment il s'appelle. Il est venu, je ne sais pas si tu connais Alexandre Pujot. Non, je ne connais pas. Si vous le connaissez, où il y a, tu m'as nommé son nom, le type que vous avez eu cette semaine là, en live, il venait chasser le dindon au Québec avec, bordel, son nom m'échappe, Geoffrey. Ah oui, Geoffrey, oui. C'est Jacques Focade. Bon. Avec le live de Jacques. Bon, Geoffrey, l'année passée, il est venu chez nous. Malheureusement, il est venu dans la première semaine du 1er juin au 6, je pense, au 7.
que c'était la première semaine. Mais le 25 de mai, j'avais encore des endroits où je n'étais pas capable d'accéder à la pourvoirie. J'avais 2 pieds de neige au sol encore. Donc, les ours n'étaient pas affamés comme milieu juin. Et toute la saison a été retardée, je te dirais, de 2 semaines. C'est-à-dire que ce qu'on vit en mode, c'est-à-dire ce qu'on vit normalement le 15 juin avec les ours, ben, on le vivait le 30 juin, au mois de juillet. Le comportement des ours a été décalé de 2 semaines. Ce qui fait que la chasse a été extrêmement difficile l'an passé. Et ça, même que je te book un voyage de chasse aujourd'hui pour 2021, on ne sait pas la température, on ne sait rien. Donc, c'est pas parce que vous venez à l'ours, c'est pas parce que l'ours est, entre guillemets, semble plus facile à chasser, c'est pas vrai. Il y a la température et l'adaptation du chasseur aussi au mode de chasse nord-américaine qui y fait beaucoup. Les problèmes qu'on a actuellement, qu'on vit beaucoup, là, que j'ai vécu, Édouard, je ne sais pas s'il est encore là. Il avait 2 de ses copains qui sont venus. Maintenant, avec l'aide du téléphone intelligent, les gens gardent leur téléphone intelligent sur eux autres à la chasse. Et là, ils se mettent soit à jouer, soit à prendre des photos, soit à s'enregistrer, soit à prendre des selfies. Un ours, écoute, il faut c'est des choses que je n'avais jamais pensé. Mais je suis obligé de dire ça parce que je me rends compte au fil du temps que les gens ne sont pas. C'est pas parce que moi je connais l'ours que les autres connaissent tout l'ours puis ils savent tout comment. Pas parce que quelqu'un me dit qu'il a chassé qu'il va bien chasser chez moi. Non, il faut qu'il s'adapte au mode de chasse chez nous. Un ours, là, vous ne l'entendez pas venir. Le film que tu as vu, c'est cette année. Non, c'est dans la saison de cette année. Écoute, à un moment donné, j'ai manqué un ours. Donc aussi, j'ai beau avoir de l'expérience à la chasse à l'arc, mais bon, ça m'arrive de tirer des flèches à côté comme tout le monde. Ouais. Mais heureusement. Non, écoute. Bon, l'ours est parti en forêt, il a disparu. Moi, j'ai attendu, je suis resté à mon poste. À un moment donné, là, c'était un bel ours, là, il pesait 250 livres, donc 100 kilos, à peu près. Et à un moment donné, je sais pas je suis assis à mon... Comment tu as dit ça? Ah, tu m'entendais plus? Je sais pas combien c'est un livre, un kilo. Tu sais, Marc, toi? Une livre, c'est 450 grammes, je crois. Une livre. Donc ça te fait pas tout à fait. Ça te fait 2 livres, te font presque 1 kilo, quoi. OK. Donc, à 250 livres, ça fait 125 kilos, à peu près. 125 kilos, c'est quand même déjà joli, hein? Oh, non, c'est un joli ours. Écoute, cet ours-là, il est venu se frotter sur mon arbre, par en arrière, OK? Je ne l'ai jamais entendu venir. Même pas un craquement de feuilles, même pas un craquement de branches, rien du tout. J'ai juste senti quelque chose sur mon arbre. J'ai regardé au pied de mon mirador, puis il était là. Si j'aurais... Ouais, non. Écoute, j'aurais juste fait ça comme ça, là. Un petit bruit comme ça. C'était fini, il partait. Il m'avait localisé, puis il ne revenait plus. Alors, on a beau dire aux gens, ne bougez pas, ne faites pas de bruit, mais la notion de ne pas faire du bruit entre moi et des clients est totalement différent. Ce n'est pas la même notion, mais pas du tout. Et c'est là que ça fait la différence. L'année passée, j'ai eu un chasseur européen. Il n'a pas vu d'ours la semaine. Il était dans le même groupe que Geoffrey. J'apprends à la fin de la semaine. Il était à la chasse avec un Walkman, des écouteurs. Vous savez, c'est quoi un Walkman pour faire écouter de la musique? Un écouteur dans l'oreille, l'autre écouteur qui pendait. L'ours, là, la musique, il l'entendait. Ben, bien sûr. Bien sûr. Là, moi, je me suis cassé toute la semaine. Il n'a pas fait ça pour mal faire parce que l'attente est longue. On va mettre les gens dans le mirador à 3 h de l'après-midi. Ils sont là jusqu'à 9 h, 9 h 30 le soir. C'est long. Je comprends qu'à un moment donné, ça prend.
il faut avoir des choses à faire. Mais malheureusement, c'est toutes des choses à ne pas faire. Puis j'étais désappointé parce que, tu sais, je me suis dit, ce jeune-là a dépensé beaucoup d'argent pour traverser l'Atlantique, venir chez moi. Il a été peut-être 2 ans à se mettre de l'argent de côté pour se payer son rêve. Et son rêve, il est parti parce qu'il a écouté de la musique. Et c'est une chose que... Oui, et c'est une chose que je n'ai même pas visualisée. Je n'ai même pas été capable de lui dire au début, il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et souvent, on a des clients qui ont ce genre de comportement-là, parce que les pourvoyeurs ont tendance à vous montrer des tonnes d'ours pilés un après l'autre, puis faire miroiter que la chasse à l'ours, c'est facile. Non, non, ce n'est pas une chasse qui est facile. C'est une chasse. Vous chassez un gibier qui est un prédateur, vous chassez un gibier qui chasse. Donc, c'est comme si moi, j'essaie de te chasser, Enzo. Avant de te... Si je suis plus malin que toi, tu es plus malin que moi, c'est un des deux qui... C'est une guerre à finir, là. C'est la même chose avec un ours. Pareil. J'en ai eu un cette année, c'est-à-dire l'année passée, je n'ai pas tué mon ours. Si j'aurais eu une arme à feu ou une arbalète, il serait mort. Mais je voulais le tirer avec mon arc traditionnel. J'étais sûr, je suis convaincu que cet ours-là a un sixième sens. J'ai déplacé mon mirador 2 fois parce qu'il me sentait, il était nerveux, il rentrait, je ne sais pas s'il me voyait, mais il sentait quelque chose. J'ai déplacé mon mirador à 2 occasions. Okay? Le dernier soir que j'aurais peut-être pu l'avoir, il a tourné autour de moi à peu près 90 minutes de temps. Puis si t'as pas feutré, puis vous demanderez à Édouard, il est venu filmer avec moi, là, on n'entend pas ça, un ours dans le bois. Là. Pas du tout. Et là, il est rentré dans la peau, puis il ressortait, mais il ne me donnait pas de tir possible. Et à un moment donné, moi, je suis positionné comme à ma droite. L'ours est à ma gauche. Il regarde vers la gauche. OK? Donc, il ne part pas dans ma direction. J'ai mon arc traditionnel qui ne fait aucun bruit. Je pars ma caméra. Je fais juste étirer de à peu près 6 pouces, 8 pouces. Il part en courant. Il s'est sauvé. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas pourquoi. Sixième sens. Ouais. Il a dû sentir la caméra, il a dû sentir le mouvement, tu vois. Écoute, le linge qui ne fait pas de bruit, OK? C'est du linge en polar. C'est beaucoup de laine que j'utilise justement pour le bruit. Mon arc, tu sais, sur les caméras, on a des micros sur les caméras, puis on a un indicateur de son. Et l'indicateur de son, je l'ai testé après pour voir est-ce que mon arc a fait du bruit. J'ai tiré mon pied d'aiguille, il ne bougeait pas du tout. Je faisais juste faire ça sur mon linge, puis je voyais l'aiguille monter. Donc, ce n'est pas le bruit. Mais lui, il m'avait utilisé 2 fois dans mes autres miradors. Et quand il arrivait, il regardait dans les endroits qu'il m'avait localisé. Il ne me voyait pas là, mais il me sentait parce qu'il... Mais pas au sol, on laissait des odeurs. Et moi, j'ai mis des odeurs quand je suis arrivé. Donc, les odeurs ont été rafraîchies. Il savait que j'étais là. Il ne me localisait pas. Écoute, il était peureux. J'ai jamais vécu ça. À la carabine, il aurait été mort. Il serait mort. Mais à l'axe, c'est une autre histoire. Alors, quand des archers viennent chasser au Québec, il faut qu'ils s'attendent. Ce n'est pas une chasse facile qu'on a au Québec. Que ce soit le cerf de Virginie, l'ours ou l'orignal, ce n'est pas des chasses faciles. Ce sont des chasses. Il faut que vous tombiez en mode prédateur. Et chez vous, ce n'est pas ces genres de chasses-là que vous faites. Vous faites beaucoup de chasses en battu. Donc, le gibier, quand vous le rabattez, là, perd ses sens. Là, il n'y a plus de sens. Là. Tout ce qu'il a, lui, c'est la fuite. Puis, il rentre dans ses sentiers, puis il cherche à s'en aller. Mais quand vous chassez sans battu, c'est totalement différent. Puis au Québec, on ne chasse pas en battu. On ne chasse pas l'ours en battu. Puis on chasse rarement en battu. Ça se faisait à l'époque pour le cerf de Virginie, mais maintenant, ça ne se fait plus. Et on ne peut pas chasser avec des chiens non plus. C'est totalement illégal. OK. Donc, oui. J'ai une question. Il y a Christophe Levasseur qui demande comment tu prépares tes spots à l'ours. Bon.
premièrement, il y a une question de positionnement. Un ours, quand il sort des hibernations, sa fourrure est épaisse. Donc, il va chercher, premièrement, les températures froides. Il va rester à l'abri du soleil. Il va chercher les zones qui vont être plus humides, où la fraîcheur va être là. OK? Ça prend ce qu'on appelle des zones de transition, des endroits où il y a des feuillus et du conifère, parce que l'ours, en sortant de sa tanière, va manger beaucoup de feuillus pour se purger. OK? Et il faut que ces endroits-là soient le plus possible à l'abri du soleil. Plus le soleil va tomber bas de bonne heure, plus le spot est meilleur. Ça veut dire que si je suis, mettons, j'ai une montagne, ben, si le soleil se couche, moi je vais être à l'ouest, je vais être à l'est de la montagne parce que le soleil se couche à l'ouest, ben, il va se coucher, s'il peut se coucher à 4 heures ou tomber en arrière de la montagne à 4 heures, ben, tout le côté est de la montagne va devenir plus une zone de fraîcheur, c'est ce que l'ours recherche. Donc, on va commencer par chercher des endroits où ils vont être à l'abri du soleil, qui vont avoir des fraîcheurs, qui vont avoir des cours d'eau le plus possible, qui vont manger des grenouilles, ils vont faire les ruisseaux pour ramasser des poissons, des choses comme ça. OK? C'est la première chose au niveau de la localisation. Deuxième chose, on ne chassera pas, jamais je vais mettre des clients sur un appât qui va être nouveau. OK? Ça sera toujours des appâts, des vieilles appâts, des appâts qui vont avoir au moins 1 an. La raison, c'est que faites un appât, vous ne savez pas, on pense savoir de quel côté l'ours va venir, mais on ne le sait pas vraiment. Alors, vous allez faire votre appât dans la prévision de le chasser l'année suivante. Parce que l'ours va faire ses sentiers qui vont venir à l'appât. Il va faire ses sentiers d'entrée, il va faire ses sentiers de sortie. OK? Et c'est là que ça va vous indiquer l'endroit où vous devez mettre votre mirador. Okay. Parce qu'à partir du moment qu'on sait par où il rentre, par où il sort, ben là, on sait qu'avec le vent, s'il est ouest, ben je vais prendre cet arbre-là, je vais mettre dans ce coin-là, je vais avoir moins de chances de faire repérer. OK? Après ça, au Québec, il y a deux façons, je veux dire, il y a 2 techniques d'appâche. Il y a celle où les gens utilisent des barils de métal, qui vont toucher au bout d'une chaîne, qui vont remplir de bouffe, de nourriture avec des trous dedans. Et là, l'ours va venir, puis il va brasser le baril, la nourriture va sortir, ils vont manger la nourriture, tout ça. Et il y a l'autre façon qui est que je trouve plus écologique, c'est des billes de bois. Je vais prendre des billes d'à peu près 1 mètre de long. Je vais me bâtir un triangle. C'est-à-dire, je vais mettre 3 billes qui vont faire un triangle, mettre ma nourriture dedans et après ça, mettre mes billes par-dessus. Okay? C'est quoi la différence entre les 2 techniques? En fait, c'est que la technique que je vais appeler du baril va vous aider, va en sorte que si vous êtes à appâter régulièrement tous les jours pour des motifs de travail ou de distance, bien, vous êtes capable de remplir votre baril et il va être bon pour une semaine. Okay? Le désavantage de ce type de chasse-là pour les archers, c'est que souvent, les ours vont toujours être en mouvement. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que je cherche. Deuxième des choses, c'est que quand l'ours va brasser le baril, il va étendre la nourriture un petit peu partout au sol. Alors, vous ne serez pas capable d'aller dans un endroit spécifique, à une position spécifique pour un archer pour tirer 3 quarts arrière. La technique que j'utilise, la technique de bois, je vais être capable de localiser mon ours et l'amener directement à l'endroit où je veux, dans la position ce que je veux. Quand je dis je vais l'amener comme je veux, c'est 80% parce que c'est quand même un animal, là, il bouge, puis il va percevoir les choses différemment que moi, je vais vouloir percevoir. Il faut garder ça à l'esprit. Donc, la technique des billes de bois va permettre, surtout pour un archer, donc c'est aussi bon pour un gars à la carabine. OK? Tout ce que je dis là, c'est exactement la même technique que j'utilise pour les gens à la carabine. Vous êtes capable de mettre votre appât, mettre un muret d'arbre en arrière pour forcer l'ours à venir se présenter le plus possible dans une position 3 quarts arrière. Bon.
Après ça, on va toujours positionner notre mirador en fonction des entrées et sorties de l'ours. Et, attends une minute, je pense qu'il y a de l'écho. Hein? Oui, il y a un petit peu d'écho. Je pense que tu dois avoir ton micro allumé. Ouais, Marc, non, tu nous entends toujours? Oui, je vous entends toujours, moi. Voilà. À partir du moment où on sait où sont les entrées et les sorties de l'ours, ben, on va se positionner avec, chez nous, un exemple, chez nous, le vent de prédominance, c'est ouest. Donc, je vais me mettre à l'est de l'appât dans un rayon de peut-être à une distance de 15 mètres, 20 mètres maximum. Mais ça, chez moi, je vais adapter les miradors en fonction des archers. C'est-à-dire que j'utilise premièrement tous les miradors amovibles, OK? Ce qu'on appelle ici des ladder stands, c'est-à-dire des tristands avec des échelles en métal là, qui sont pris dans un même morceau. Et je vais avoir aussi des miradors portifs avec des systèmes d'échelle. Donc, je suis capable, si vous êtes gaucher, droitier, de mettre le mirador en fonction de ce que vous avez besoin. Parce que ce qui est important, il y a 2 points vraiment importants en chasse à l'arc. C'est qu'il faut mettre le gibier en confiance et mettre l'archer en confiance. Si un archer a un doute dans sa tête, c'est sûr qu'il va tirer à côté. Vous avez tous fait des tournois, j'imagine? Vous avez tiré dans des parcours de chasse et des choses comme ça? Tu as toujours une putain de cible, là, excusez l'expression, qui te fait chier, puis peu importe la distance, tu es capable de l'attraper. C'est vrai, hein? Bon. Tout à fait. Et à partir du moment où tu as confiance dans tes aptitudes, ben, c'est sûr que tu vas réussir. Tu as beaucoup de chances de réussir ton tir. Maintenant, il faut mettre le gibier aussi en confiance. Parce que si le gibier rentre nerveux dans l'appât, ben, le type dans le stand, il va devenir nerveux. S'il devient nerveux, il va tirer à côté, c'est clair. C'est garanti. Donc, les billes de bois, c'est naturel pour un ours. Quand il va rentrer, là, il va arriver à l'appât. Voilà, qu'on ne puisse pas mettre de film avec Bilal parce que je vous aurais montré des petits bouts de film. Quand il vient dans un appât avec des billes de bois, pour lui, c'est naturel de trouver de la nourriture en dessous des billes de bois. Et ses sens ne sont pas... Quand il rentre la tête dans un baril, là, il ne voit plus, il n'entend plus, il n'entend plus. Tandis que s'il est avec des billes de bois, il entend, il voit et il sent ce qui se passe à côté. Et ça le met dans une position de confort. Donc, il n'est pas nerveux. Alors, en n'étant pas nerveux, ben, le résultat est là. Donc, c'est la façon en laquelle que je procède moi, pour faire mes appâts. C'est des petits détails, et c'est tous des petits détails qui sont importants. Après ça, il y a la distance du mirador qui va varier selon les archers. On a toujours une distance qu'on pourrait attraper une balle de ping-pong à peu importe la distance. On a d'autres distances que même on a une balle de 3 mètres, on n'est pas capable de tirer dedans. Oh. Parce que dans la tête, ça ne marche pas. Parce que c'est comme ça. Alors, j'essaie d'adapter mes miradors, mes sites en fonction de chaque archer le plus possible. S'il est gaucher, droitier, s'il tire poulie ou avec un recurve. Là. OK, j'ai une question, Serge. Comment ça se passe un séjour, si une personne, admettons, je veux faire un séjour chez toi, comment ça se passe l'organisation du voyage, l'hébergement, est-ce qu'il y a des forfaits? Parce qu'on voit toujours sur les sites forfait américain, forfait européen. C'est quoi les différences et comprendre comment ça se passe? OK. Gardez à l'esprit les Européens. OK. Vas-y, continuez avec Marc. Alors, tiens à l'esprit pour différencier les deux. Les Européens ne mangent pas et les Américains bouffent comme de bouffe. OK? Les plans américains incluent les repas. Et les plans européens n'incluent pas les repas. OK?
Donc, quand vous venez, peu importe la pourvoirie, si vous avez du plan européen, c'est non, c'est-à-dire que vous vous organisez avec votre nourriture. Mais c'est là que ça devient compliqué pour des gens qui vont prendre l'avion. Okay? Donc, moi, je vous suggère de prendre du plan américain, que c'est inclus. C'est pas... En bout de ligne, ça ne vous coûtera pas cher. OK? Parce qu'aller faire l'épicerie au Québec, tout amener ce que vous avez de besoin, qu'il ne vous manque rien, il va vous rester un paquet de nourriture, vous allez avoir beaucoup de pertes. En bout de ligne, vous prenez le plan américain. Le plan américain comprend, généralement, ça comprend tout. C'est comme un clé en main. C'est nourriture, en tout cas, chez moi, au niveau de la chasse, c'est tout ce qui a trait à la chasse, la nourriture, chaloupe moteur pour aller à la pêche un peu, écorchement de l'animal, on met l'animal en quartier, on fait congeler la viande, les collations, les breuvages. Ça comprend tout, à l'exception des boissons alcoolisées et du permis de chasse. OK. Et ça, c'est à partir de chez moi à la pourvoirie. Ça veut dire que par-dessus ça, vous devez prévoir votre avion. Après ça, si vous êtes plusieurs, vous suggérez de louer un véhicule, de monter en véhicule directement chez moi. Sinon, vous pouvez prendre le train. Moi, j'aime bien que les archers que les chasseurs soient autonomes. Je pense que souvent, les pourvoyeurs, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre 10 chasseurs, ils vont partir avec les 10 chasseurs, ils vont les débarquer un après l'autre, OK? Et le soir, ils vont les ramasser un après l'autre. Et quand ils commencent à ramasser le premier, il est comme 9h30, 10h, ils ramassent le dernier, il est rendu 11h30 le soir. Moi, je m'organise, on est 3-4 guides chez nous, je m'organise pour que, en l'espace d'une demi-heure, tout le monde est revenu au camp. Ça fait que la chasse, mettons, se termine à 9h30. 10h, tout le monde est revenu. Les ours d'abattus, moi et les autres guides, on repart avec le client. Ils ne sont pas capables de rester à attendre qu'on revienne avec leurs ours. Je repars avec le client, on va chercher ce qu'on revient, mais pendant ce temps-là, les autres mangent, puis ils sont dans la cuisine, puis ils relaxent. Puis, bon. Parce que passer 6 heures, 7 heures à l'affût à attendre après une ours quand tu te fais bouffer par les maringouins, quand la noirceur fait nuit, quand tu fais nuit, tu as hâte de sortir du bois, ça ne te tente pas d'attendre 2 heures dans les arbres après à te faire bouffer. Là. J'ai entendu que vous avez beaucoup de moustiques. Hein? Écoute, ça va dépendre des saisons. Si on a des saisons qui sont plus humides que d'autres, évidemment, il va y avoir plus de moustiques que d'autres. Mais moi, je fournis, surtout à la clientèle européenne, je fournis ce qu'on appelle des thermacelles. OK, super. C'est une espèce d'outil qu'on utilise qui propage une fumée. Là, maintenant, on l'a testé avec des odeurs, une fumée qui va émettre une odeur de vanille ou de ce qu'on appelle de grillade, si vous voulez, de bacon, qui sent bon, qui va attirer l'ours. Dans le fond, l'ours va marcher avec les odeurs. Okay. Il va en revenir aussi, parce que là, j'ai des. Je suis sorti un petit sujet là, de monsieur qui demandait comment est-ce qu'on apportait. Là. Après ça, il y a au niveau de la bouffe aussi. Là. Écoutez, au niveau de la bouffe pour les ours, c'est pas compliqué. Un ours va manger à peu près n'importe quoi. Ce qui est important, c'est toujours lui garder, surtout dans le cas où on a des ours qui sont matures, c'est de garder le même régime. Si vous changez de régime à un ours qui est mature, ben, il va peut-être bloquer pendant 2-3 jours, puis il va se poser des questions, puis il va être méfiant, puis ça va lui prendre 3 jours avant de revenir dans la peau. Mais il va revenir dans la peau, ça c'est sûr. Okay? Puis après ça, ben, on va utiliser, auparavant, j'utilisais des carcasses de castor, mais maintenant, c'est plus compliqué au niveau d'en avoir parce que les trappeurs au Québec, maintenant, les vendent aux Autochtones pour la viande. Donc, on n'est plus capable d'en avoir. Et j'utilise des odeurs artificielles qu'on met sur les arbres. Mais je ne sais pas si tu as vu l'ours, la chasse à l'ours de ma femme. Tu l'as pas vu? OK, tu le regarderas. Dans le film de 2 heures que tu as, là, il y a une section ours et je spray sur les arbres une odeur, puis tu vois l'ours qui vient se frotter sur l'arbre. Donc, il vient se frotter sur l'odeur, puis après ça, aller en mettre partout.
Alors, c'est une chose qu'on utilise, mais te dire qu'il y a vraiment une recette secrète pour appâter l'ours, là, non. Ça prend de la régularité, ça prend toujours la même bouffe. L'ours mange du sucre. Tu demanderais à Édouard, écoute, j'avais l'année qu'Édouard est venu, j'avais des barils, j'avais des barils de 45 gallons de 220 litres de Nutella. De Nutella? De Nutella, ouais. J'avais des écureuils où j'avais mes affaires, mes produits d'ours, là. Édouard, écoute, il se faisait malin. Il m'a fait bouffer de l'écureuil. Écoute, les écureuils, il devait peser 5 livres. J'avais ça, j'en mettais sur les souches. Écoute, les arbres étaient bouffés, là. Tu peux leur mettre à peu près de tout. Puis après ça, ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est de l'huile de friture qu'on va mettre partout autour du site. Et quand les ours vont venir, ben, ils vont marcher là-dedans. Ils vont partir en forêt, ils vont faire des lignes d'odeur. Et les autres ours vont tomber dans les lignes d'odeur, on va les amener vers les. C'est comme ça qu'on fonctionne. On va les ramener vers la porte. Ah, ouais, c'est clair. Mais tu veux dire que le maïs soufflé est meilleur que les beignes ou vice-versa, non. Tu peux mettre n'importe quelle part, quoi. Ah, quand un ours veut bouffer, là, c'est comme les sangliers chez vous, là, ils vont bouffer tout ce qu'il y a à bouffer. Là. Ouais. Donc, voilà, quoi. C'est ça. Marc, tu as des questions? Non, je voulais savoir, poser une petite question rapide par rapport à l'orignal et au cerf de Virginie. Parce que bon, là, tu chasses pas mal à l'affût pour l'ours, mais est-ce que tu les chasses eux plus à l'affût ou tu fais des approches aussi dessus? Sur les cerfs de Virginie et les orignaux? Ouais. Bon, l'orignal, c'est pas un gibier qu'on va chasser à l'affût. C'est plus un gibier qu'on va chasser en faisant des appels et en se dirigeant dessus, en allant le confronter. OK? Si on recule le 20 ans au Québec, la méthode de chasse était à l'affût. On se mettait dans des endroits stratégiques et on attendait. Et on faisait des appels et on faisait venir l'orignal à nous autres. Mais avec la pression de chasse, et peut-être vous allez vous rendre compte de ça chez vous, plus vous allez faire des pressions de chasse, plus les gibiers s'habituent à cette pression-là. Alors, il faut changer notre stratégie, il faut s'améliorer, il faut trouver d'autres techniques tout le temps. Et ce qu'on fait de plus en plus, c'est que maintenant, on part en forêt. Auparavant, on hésitait de partir en forêt parce que les gens ne connaissaient pas les boussoles, n'avaient pas de GPS. Mais maintenant, avec les GPS, écoute, tu es dans une forêt, c'est plus une forêt, tu as de l'accessibilité. Là. Tant que aussi longtemps que tu es capable de marcher, tu as de l'accessibilité pour toujours revenir au point de départ. Là. Donc, l'avenue des GPS a fait en sorte que les techniques de chasse ont évolué et ont changé. Et pour l'orignal, c'est beaucoup plus une chasse qui est à l'approche, mais c'est pas facile là, parce que le biotope chez nous là, est très difficile à marcher là, dans certains secteurs. Là. Le cerf de Virginie, lui, normalement, la meilleure période de le chasser, ça va être novembre quand on est en période de route. Parce qu'il va se déplacer plus. Maintenant, depuis quelques années, il y a une vague qui est partie pour les cerfs de Virginie. Mais le gouvernement va peut-être arrêter ça parce qu'il y a une maladie là, qui existe en Amérique du Nord qui s'appelle la maladie de la vache folle, dans le fond, là, ce qu'on appelle chez nous la maladie de la vache folle. Et ils veulent éviter les rassemblements de troupeaux. Donc, probablement que le système d'appâtage va être interdit d'ici quelques années à cause de ça. Et ça a fait en sorte que c'est une chasse beaucoup plus à l'affût. C'est sûr que le cerf de Virginie, je vous dirais, c'est pas comme un orignal. C'est pas facile d'approcher un chevreuil, un cerf de Virginie mature à une distance raisonnable de tir à l'arc. C'est pas faisable. C'est très, très, très difficile. Donc, on va le chasser avec des miradors sur les sentiers. Le cerf de Virginie est très, très, très routinier. Il va vivre dans à peu près 2 km², grosso modo. Il va toujours tourner là-dedans. Donc, il a ses sites
ces sites de repos, sites de nourriture, et c'est dans les zones de transition surtout qu'on va aller l'intercepter. Lui, il va laisser des signes, il va laisser des frottages après les arbres, des grattages au sol où il va uriner dedans pour montrer sa présence aux femelles. C'est comme ça un petit peu que ça se fait au Virginie. Et l'ours, ce n'est pas une place facile. Mais le cerf de Virginie, c'est encore une étape en haut. Là. On dirait plus facile. C'est ce qu'on voit comme vidéo, tout ça. Tu vois? Écoutez, ce que vous voyez en vidéo, là, puis je t'en même de t'en parler parce que je suis avec une équipe, on produit des films de chasse. Le 5 minutes de chasse que vous voyez, c'est peut-être 70 heures de tournage là, et d'attente. Là. Vous voyez le dernier moment, tout là. Oui, on voit la récolte. Oui. Tu ne vois pas le 70 heures qui s'est passé, le 70 heures d'attente dans l'arbre après le gibier. Tu vois les dernières minutes. Et c'est ça que moi, en tant que pourvoyeur, j'ai de la difficulté. Les gens pensent que ce qu'ils voient dans les films, c'est ce qui se passe en forêt. Mais c'est pas ça qui se passe en forêt. Là. C'est ce qu'on discutait, c'est ce qu'on a discuté en privé hier, tu te rappelles? Je te disais, les gens, ils imaginent que c'est facile, qu'on arrive, on tire, on voit beaucoup de gibier, qu'on ne fait pas d'efforts. Les gens, ils imaginent ça. Beaucoup de monde pense justement à ça. Non. Écoute, c'est vraiment pas ça. Bon, moi, j'ai le privilège, j'ai un terrain de jeu. Okay? J'ai de la pourvoirie. Je fais principalement de l'orignal puis de l'ours chez moi. Je n'ai pas de cerf de Virginie. Okay? En étant producteur de films, évidemment, je me garde un territoire. Édouard connaît le territoire que je me garde. C'est un très bon territoire. Et avec mon partenaire l'an passé, on est mis chasser. Écoute, moi, je suis là, je passe l'été là. Donc, je prépare mon territoire. Je suis en forêt tout le temps. Je prépare mon territoire. J'ai des caméras de surveillance. On a ce qu'on appelle des salines, des stations de minéraux, OK? Qui sont très bonnes pour les cervidés. Et j'ai 11 orignaux différents sur mon territoire, ce qui est énorme. Okay? Mon partenaire monte avec moi, on part filmer. Ça a pris 2 semaines et demie avant d'être capable de tirer une balle à un orignal. L'appel ne fonctionnait pas. On avait des réponses et ils ne se compromettaient pas. Ils répondaient, ils disaient qu'ils étaient là, ils s'arrêtaient là. Et évidemment, quand on partait à marcher, s'ils sont pas sûrs, les orignaux, et que tu te mets à t'avancer sur eux autres, ils vont te détecter. Là. Pour faire une approche sur une orignal, il faut que l'orignal soit prêt à recevoir sa femelle et aller chercher la femelle. Là. OK? Ouais, s'il n'est pas prêt à ça. C'est dans les périodes de rut. Puis des fois, la période de rut, elle ne tombe pas quand nous autres, on décide cette année de bouquer à telle date. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est une question de température, une question de comportement de gibier et tout ça. Là. Et des fois, s'il y a des meutes de loups dans le secteur, les gibiers deviennent plus muets. Donc, on les localise moins. Eux autres, entre eux autres, vont se localiser. Mais nous autres, on est des intrus. Là. On a une odeur qui ne veulent pas et on est totalement des intrus. Là. Okay? C'est clair, ils sont dans leur milieu. Donc, normal. Et un matin, on est sorti avec Johnny. Puis écoute, là, ça répondait partout dans les montagnes. Et c'est là qu'on a tué. Et ça a pris Johnny est venu une semaine. On n'a rien fait. Il est parti une semaine. Et là, tout d'un coup, ça s'est mis à répondre partout dans les montagnes. J'ai dit, monte, c'est prêt. Puis il est arrivé, puis le lendemain, on a tué. Alors, quand tu te bookes un voyage de chasse, si tu arrives et que Dame Nature ne coopère pas, j'aurais beau être le meilleur voyage du monde pour avoir le territoire au monde, ça ne marchera pas. C'est clair. Mais c'est comme chez nous. Hein. C'est comme chez nous. Il y a des fois, pendant 2, 3, voire 4 semaines, on ne voit pas de sanglier, on ne voit pas de gibier, tout ça. Et puis tout d'un coup,
On a 1 ou 2 semaines où on voit énormément de gibier. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la chasse. C'est la chasse. C'est la chasse. C'est ça. Et je comprends aussi les gens parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit du rêve partout. On voit des films, on voit plein de choses. Écoute, on pense que parce qu'on achète un billet d'avion pour aller au Canada, puis on parle au pourvoyeur qui dit ah ouais, 100%, 100%. Non, non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Non, c'est. Le gars qui va te dire que c'est du garanti, méfie-toi-en. Bon, les chances. Moi, je pense que un chasseur européen, la première chose qu'il doit faire, c'est écouter ce que le pourvoyeur va lui dire. Il peut, avec ce que j'ai donné comme information, il peut parler avec un pourvoyeur. Puis si tu vois, je suis un pourvoyeur qui prend 60 chasseurs par année, moi, en tout cas, je n'irai pas là. Je vais aller chez quelqu'un qui est plus conservateur parce que plus les gens sont conservateurs, ça veut dire que plus la qualité risque d'être meilleure. Okay? Parce qu'à un moment donné, là, dans un groupe d'ours, tu vas tuer les plus gros, puis après ça, un ours de 300 livres, c'est un ours de 10 ans peut-être. Là. Donc, ça prend 10 ans avant qu'un ours tombe à un poids mature. Fait que, 2 ours sur 2 ans, pas de décompte, ils n'entraînent pas 500 ours matures. Là. C'est clair. Serge Marc, on va faire 1 ou 2 questions. Et après, bon, ça fait déjà 70 minutes qu'on est en live, donc on va après arrêter. Le temps, il passe très vite. On a beaucoup de plaisir. On va remettre ça, Serge. Et on invitera aussi Edouard, s'il veut bien venir. On fera dans les prochains jours aussi sur Passion Chasse à l'Arc. Ça va être intéressant de connaître Edouard pour le grand public aussi. Et on aura beaucoup de plaisir. Donc, on va faire quelques questions. Bon, j'ai Christophe, toujours le Vasseur, qui demande que penses-tu des cales électroniques pour la chasse? Pour la chasse au sein de Virginie, à l'orignal? Ouais, je pense qu'il parle de l'orignal. Oui, l'orignal, ouais. Mais qui demande ça? Christophe Levasseur. Est-ce que c'est un Européen ou c'est un Québécois? C'est un Européen, Christophe. OK. Ben, écoute, un câble électronique, il y en a des très bons. Mais si tu te fais guider par un guide qui utilise un câble électronique, c'est comme. C'est pas. Change de guide. Ouais, change de guide. Voilà, Christophe. Il y a des très bons câbles électroniques. Quelqu'un qui veut s'amuser, un Français qui veut venir au Québec, qui n'a pas nécessairement de guide, qui vient dans une pauvreté par ses propres moyens, qui ne connaît pas trop ça, il est mieux d'avoir un câble électronique que de ne pas faire de câble du tout. Là. OK. Bon, je pense qu'on va finir sur ça. Je pense que vous avez eu du plaisir, comme nous, à voir ce live. On reviendra bientôt. Je remercie Marc. Voilà. Une petite question, juste pour répondre à Cédric qui a laissé un message. Effectivement, j'ai retrouvé mon rasoir et il est bien prévu de faire des vidéos sur les fabrications de cordes. D'ailleurs, Laurent a été connecté, il nous regardait tout à l'heure. Je lui demanderai s'il peut donner son avis, c'est en tant que professionnel. Et il y aura bien des vidéos, des lives sur le réglage des arcs à poulie et traditionnels. Voilà, je relaisse la parole à Enzo. Voilà, ça sera les prochains lives, justement, on fera sur les réglages d'arc à poulie et arc traditionnel. On fera aussi un live sur les cordes, donc il nous faudra un facteur de cordes. Donc si Laurent serait d'accord de participer, ça serait vraiment top. Mais on fera pas mal d'autres lives aussi durant ce confinement. Donc je vous remercie tous. Je remercie de tout cœur Serge d'avoir. Merci Serge. C'est moi qui vous remercie. Puis écoute, j'invite les gens à venir aimer ma page Pourvoirie d'Actuzy, puis aller sur ma chaîne YouTube
J'ai plein de films là-dessus, des films de chasse, des films de pêche. J'en ai pour tous les goûts. Puis je vais même en avoir bientôt sur la cueillette des champignons sauvages au Québec. Ok, super. Donc allez-y sur la page Facebook. J'ai mis le site aussi de Serge. De Serge. Il a une page Facebook, il a une chaîne YouTube. Donc allez-y, allez voir. Il y a des super vidéos, il y a des super scènes de chasse. C'est vraiment top. Voilà. Donc je vous remercie. Je remercie Julien de nous avoir accordé ce soir le droit de diffuser en live sur Vidéo de chasse. Et je vous dis ça, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao Sergio. Allez, bonsoir à tout le monde. Et ciao Marc, à bientôt. Bientôt. Ciao.